Bien, je vous propose que nous commencions. Donc, le propos de cet atelier, c'est de réfléchir autour de ce que les jeunes journalistes pigistes peuvent trouver dans le fait de se rassembler avec d'autres pigistes, que ces autres pigistes soient des jeunes journalistes comme eux qui vont mettre en place une structure dans laquelle ils vont échanger, s'entraider, développer des projets. Donc ça, c'est une des problématiques sur lesquelles nous allons discuter, notamment avec Hugo qui est là. Et puis il y a toute une démarche qui s'est mise en place dans un certain nombre de collectifs qui consiste à proposer à des jeunes pigistes, jeunes plus ou moins jeunes d'ailleurs, mais enfin disons des pigistes en début d'activité plutôt, des démarches qui leur permettent de s'assurer dans leur activité nouvelle, de trouver des ressources, de s'épauler, de se rassurer parfois, de se sentir moins fragile. Donc on aura deux expériences qui vont être présentées, de mentorat ou on va dire aussi d'accompagnement sous forme de binôme. Et puis on s'interrogera aussi sur des collectifs qui sont, on va dire, matures, plus anciens, et qui voient que les plus anciens parfois ont envie d'autres expériences et du coup qui attirent de nouveaux journalistes. Et donc on va réfléchir aussi autour de ce qu'apportent les jeunes journalistes dans des collectifs plus anciens et inversement ce que ces collectifs plus anciens apportent à ceux qu'ils accueillent. Alors pour cet échange, nous avons quatre personnes que sont, donc j'ai déjà présenté Hugo qui est à ma gauche, Hugo Coignard, qui donc a participé et a été à l'initiative d'un collectif de jeunes qui s'appelle Enqueto. À sa gauche, nous avons Pierre-Yves Bulto, qui est du collectif Splan et qui a donc un dispositif dont il nous parlera d'accompagnement de jeunes avec des journalistes plus aguerris qui accompagnent sous forme de binôme, si je me souviens bien. Et puis, à ma droite, on va parler mentorat, donc avec Marjolaine Corr, qui, au niveau du collectif Extramuros, a mis en place et teste des formules. Donc, ce qui est aussi très intéressant dans ce qu'elle va nous dire, c'est qu'on ne réussit pas tout de suite du premier coup, on tâtonne, on cherche et on fait évoluer ces dispositifs de mentorat. Et puis, il était nécessaire, évidemment, d'avoir le regard de quelqu'un qui a accompagné, alors en l'occurrence, ce ne sera pas Marjolaine, mais c'est une autre personne de son collectif, je crois. Hein. Non, qui a été accompagnée. Oui, c'est ça, je dis, qui a été accompagnée par une autre personne de ce collectif, et donc qui est Aimé Le Goff, qui est là. Et donc, on sera deux, il faut bien au moins qu'on soit deux pour animer cet échange. Et Émilie Lestari qui a, elle, le regard justement de collectifs, et notamment de collectifs avec une certaine expérience et une existence assez ancienne, donc avec Albert London qui est à Marseille, et je crois que vous êtes aussi membre du collectif et journaliste. Et moi-même, je ne suis pas journaliste, je suis désolé, mais je suis sociologue et travaillant sur le journalisme depuis quelques années. Je m'appelle Jean-Marie Charly. Alors, on va peut-être commencer. J'ai fait la chose dans l'autre sens tout à l'heure, parce que lorsque l'année dernière, on avait réuni, d'ailleurs ici, je crois que c'était dans cette salle-là, tout un groupe de collectifs, je crois que vous étiez un peu plus d'une vingtaine. C'était à Courteline. Ah bon, alors c'était plus loin. Donc, on était une vingtaine de collectifs, il y a eu qui ont pris connaissance les uns avec les autres, qui ont échangé, etc., et qui ont réfléchi à des projets communs. Et je crois que parmi ces projets, il y avait justement ces projets de mentorat, ou en tout cas, je crois que ça a été évoqué dans vos échanges. Voilà. Donc, peut-être, Marjolaine, si vous pouviez nous expliquer qu'est-ce que c'est
qu'un mentorat, comment ça fonctionne et comment vous avez procédé. C'est bon. Oui, bonjour. Alors oui, Marjolaine Corr, moi je suis au collectif Extramuros et en fait je donne des cours de recherche d'emploi à l'ESJ Pro à Montpellier. Et il se trouve que en donnant ces cours-là où j'apprends aux étudiants les 2 derniers jours de leur vie d'étudiants, je leur apprends à faire des synopsis et je leur parle de la recherche d'emploi. Et je voyais des très bons synopsis, mais je voyais aussi des étudiants qui découvraient le monde de la pige au tout dernier moment sous une forme qu'ils n'avaient pas envisagée, c'est-à-dire comme une manière de pratiquer son métier à part entière, puisque ça fait 20 ans moi que je suis pigiste et que je suis plutôt contente de l'être. Et l'idée était, je me suis dit, ce serait un accompagnement, j'aurais beaucoup apprécié d'en avoir un, et l'idée était de trouver une formule pour les accompagner avec les moyens que sont ceux d'un pigiste, c'est-à-dire on dispose quand même de peu de temps. Donc mon idée au départ a été au sein de mon collectif de proposer aux autres de participer à ce mentorat. On n'était que 5 la première année et donc on a pu accompagner 5 journalistes débutants en étant à leur disposition pour répondre à leurs questions. Je n'ai pas établi un cadre fixe parce que je sais qu'en tant que pigiste, il faut qu'on soit souple et que chacun trouve sa manière de pratiquer ce mentorat de manière à ce que ça rentre dans son emploi du temps, dans sa pratique. Et donc, pour ma part, je calais un rendez-vous hebdomadaire avec ma mentorée. Tous les lundis matins, on s'appelait et ça lançait sa semaine, ce qui faisait qu'elle pouvait s'organiser et me poser toutes ses questions. Donc, elle listait ses questions. Le lundi matin, on s'appelait 1 heure maximum. Et voilà, et je lui répondais, je voyais avec elle tout ce qui était, toutes les questions qu'elle pouvait avoir. Deuxième année, je me suis dit que j'allais agrandir un petit peu le cercle, sortir de notre collectif, et je l'ai proposé à des journalistes en dehors du collectif. On est monté à 10 mentors. À chaque fois, on reçoit une 40aine de candidatures. Donc, on ne peut pas répondre à tout le monde. Et cette deuxième année, encore une fois, on a fait ce mentorat individualisé, donc chacun avait son mentoré. Et on a instauré des visios. On a commencé à faire des visios sur des thématiques de l'organisation, sur les droits des pigistes, la loi Cressard, lire sa fiche de paye, le droit à l'accès à la formation, etc. Et ça a commencé à prendre une forme un petit peu plus étoffée. Et la troisième session s'est encore étoffée grâce à l'année dernière à notre rencontre ici de tous les collectifs, puisque j'ai pu en parler durant cette rencontre, et derrière, on est devenu une douzaine de journalistes, puisque ça tourne aussi. Certains viennent et repartent parmi les mentors, parce que ça prend quand même un petit peu de temps, et qu'en fonction des projets, certains ne reviennent pas ou laissent passer une année. Et là, on a instauré 9 visios cette année, qu'on a décidé d'ouvrir à tous ceux qui avaient postulé au mentorat, de manière à ce que ça profite à un maximum de personnes. C'est-à-dire qu'il y avait 12 personnes qui avaient un mentorat individualisé, et les autres ont eu accès à 9 visios, sur les droits, la partie organisation, sur l'enquête, sur comment trouver ses sources et établir un lien. Donc on avait toute une série de thématiques qui étaient portées par les journalistes mentors qui choisissaient de se positionner sur une thématique et de la porter en visio. Donc on est en train petit à petit d'étoffer la formule et de trouver comment la rendre accessible au plus grand nombre. L'idée étant qu'un maximum de personnes puissent en retirer quelque chose. Si tu veux, je passe la parole. Oui. Et donc Aimée était de la deuxième session et a suivi un mentorat. C'était il y a 2 ans, je crois. C'était il y a 3 ans. Ouais, c'était il y a 3 ans. Donc moi, je travaille à la Pige. Alors, je ne fais pas partie d'un collectif, mais j'ai bénéficié du mentorat dès que je me suis lancée à la Pige. Et c'est vrai que pour moi, ça a été un lancement, on va dire un bon lancement qui m'a surtout permis de gagner du temps, un temps assez précieux, parce que quand on commence à la Pige, on peut se sentir assez... on est plein d'allants, mais on peut se sentir aussi assez vulnérable, et retrouver un repère assez fixe. Donc, par exemple, ça peut être une semaine où moi j'avais un mentor qui était dans ma ville aussi, donc que je pouvais voir assez régulièrement, souvent toutes les 2 semaines, et on pouvait faire le point à la fois sur mes problématiques, mes sujets. Donc par exemple, vers qui les orienter, quel type de rédaction choisir, comment bien les angler aussi. Le travail de l'angle, c'est toujours le travail un peu plus difficile quand on démarre, je trouve. Et je pense que le principal avantage, ça a été vraiment le gain de temps, ne serait-ce que même sur les questions administratives, juridiques, la question de la carte de presse,
des conditions pour bénéficier de formations, voilà, toutes ces choses qu'on peut mettre beaucoup de temps pour acquérir ces connaissances. Je pense parfois même quelques années si on n'a pas du tout bénéficié de ces formations-là. Donc je pense que c'est vraiment le principal avantage que j'en ai retiré dès le début en tout cas. Quand vous dites j'ai commencé à la pige, vous sortiez d'école, vous aviez une expérience en rédaction et vous, au contraire, à un moment donné, vous arrêtez et vous partez sur la pige et là, du coup, il y a des questions nouvelles qui se posent à vous. Quel était le cas de figure pour vous? Oui, alors j'avais déjà un peu travaillé, donc j'avais travaillé en local, une rédaction régionale à Lyon et en Bretagne, et j'avais déjà travaillé en rédaction aussi pour un média ultra spécialisé sur le handicap, donc ça s'appelait handicap.fr. Et je me suis donc lancée à la pige, pas vraiment en sortie d'école, mais en ayant une expérience de rédaction sans pour autant avoir d'expérience en tant qu'indépendante. Et donc là, c'est vraiment une sensation où il y a un saut quand on se lance un peu dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Et je pense que c'était nécessaire d'avoir un encadrement, effectivement, pour ne pas se retrouver... Enfin, je pense que la sensation que je pouvais avoir au début, c'était de sauter dans l'inconnu, d'être un peu dans une sorte de jungle où il y a tout un réseau à constituer aussi. Et je pense que j'avais besoin d'un cadre pour passer d'un poste encadré à quelque chose de complètement nouveau. Est-ce que tu es encore en contact du coup avec ton mentor? Est-ce que ça t'arrive d'avoir encore des questions que tu souhaites lui poser? Alors, on est encore un peu en contact, mais c'est vrai que si c'est plutôt pour se tenir au courant de ce qu'on fait respectivement. Après, pour l'instant, depuis quelques temps maintenant, j'ai plus vraiment de questions. Disons que le lien qu'on a, c'est plutôt un lien de confrère-consoeur, plutôt que d'apprenti et de mentor, même si bien sûr on a toujours des questions à se poser, toujours continuer à se former, etc. Mais je pense que maintenant c'est plutôt un lien de professionnel à professionnel. Et donc tu as l'impression d'avoir maintenant les outils qu'il te faut pour trouver un rythme de croisière dans la pige, ou tu te dis que c'est encore quand même un apprentissage? Comment tu te sens par rapport à la pige aujourd'hui? Alors quand même beaucoup plus établi, beaucoup moins... Alors je parlais de ce sentiment de vulnérabilité au début, non, aujourd'hui il est quand même plus trop là, disons je me sens un peu plus solide sur mes appuis, et ce qui m'a aidé aussi, surtout au début avec mon mentor, c'était vraiment j'avais l'impression que ça me permettait d'élargir mes horizons, notamment pour les titres de presse que je pouvais solliciter. Par exemple, je ne pensais pas du tout à la presse professionnelle ou à la presse vraiment très spécialisée quand j'ai commencé, et donc je traite surtout sur des sujets de santé publique. Et c'est typiquement mon mentor qui m'a expliqué que on pouvait aussi, même si on n'avait pas de bagage médical ou scientifique, sur certains sujets, on peut quand même solliciter des titres de presse de santé, médicaux. Et ça, clairement, c'est des outils qui m'ont bien aidée. Après, je pense que je reste encore dans une optique de formation, d'amélioration continue. Donc, c'est des outils... je pense qu'on est toujours à la recherche d'outils, même quand on est un peu installé et qu'on a envie de continuer en tant que professionnel. Oui, je pense qu'on est quand même toujours à la recherche de nouveautés. Non, je voulais juste vous demander si justement cette expérience d'une relation avec un collectif, ça vous a ouvert la question du collectif comme espace pour travailler en tant que pigiste. Oui, alors j'ai pas rejoint le collectif pour autant, mais après je pense que c'est quand même hyper important quand on est à la pige de vraiment pas s'isoler et de continuer à créer du lien avec d'autres pigistes, ne serait-ce que pour partager ses expériences, ses retours d'expérience sur les médias aussi, comment est-ce que les médias collaborent avec leurs pigistes. Je pense que c'est hyper important de mutualiser aussi ses connaissances, ne serait-ce que sur la rémunération, les types de collaborations qui sont instaurés, est-ce que le droit du travail est respecté aussi à la pige. Et après aussi, même pour parfois travailler en binôme, je sais que ça m'est arrivé pour certains sujets de collaborer par exemple avec une consoeur photographe, ou à l'inverse, je faisais les photos, elle faisait les textes, et je pense que ça peut m'arriver effectivement de penser un peu plus collectif sur certains sujets, de me dire que ça peut être intéressant de rejoindre aussi d'autres personnes, mais peut-être de façon plus ponctuelle. Après, je ne suis pas du tout fermée à l'idée de rejoindre un collectif aussi plus tard, pourquoi pas, c'est possible. Est-ce que rétrospectivement, tu as le sentiment que l'école aurait pu être un lieu qui prépare davantage au milieu de la pige? Oui, je pense que oui. Alors après, moi, je n'ai pas fait une école, j'ai fait un master de journalisme public à Lyon, donc je ne me rends pas compte si en école, si dans les écoles de journalisme reconnues, il y a déjà un cursus à la pige. J'ai cru comprendre que non. Enfin, j'ai cru comprendre qu'il y avait très peu d'heures, comme disait Marjolaine, qui sont accordées à la formation à la pige. Donc, non, moi, personnellement, j'en ai très peu bénéficié. Enfin, j'étais en spécialisation presse écrite, on avait une pigiste
en intervenante qui nous donnait quelques astuces, enfin quelques cours sur la rédaction d'un synopsis par exemple, mais ça a quand même été très court. Donc je ne sais pas comment ça se passe dans les autres cursus, mais j'ai pas l'impression que ce soit tant pris en compte. On va peut-être passer du coup à une autre type d'approche. Est-ce que je peux juste ajouter un mot? Parce que en fait, ce que je trouve important de dire, c'est que donc on vient d'expliquer que les mentorés retiraient beaucoup de cette expérience, mais en fait, ceux qui accompagnent retirent aussi beaucoup de cette expérience. C'est pas juste en fait, c'est du donnant-donnant, quoi. On se rend compte que de leur côté, ils acquièrent une confiance qu'ils auraient peut-être mis plus de temps à acquérir dans leur démarche. Mais de notre côté, ce qui est intéressant aussi, c'est de remettre en question ses pratiques, sa manière de travailler. Ça, j'ai plusieurs des mentors que j'ai interrogés avant de venir ici qui me l'ont partagé. Et aussi, ça permet de savoir où en est la profession au niveau de la pige. Et c'est vachement intéressant parce que ça fait 3 ans, donc, enfin 3 sessions, parce que ça fait 4 ans en tout, que j'accompagne des nouveaux pigistes et que je vois que tous ont trouvé leur place en fait dans le monde de la pige. Donc ça veut dire qu'il y a de la place pour les nouveaux arrivants. Ça veut dire aussi qu'il faut avoir les reins solides pour les premières années parce que le temps de s'installer est relativement difficile et long. Mais par exemple, pour aujourd'hui, j'ai demandé à 2 de mes anciennes mentorées de venir. Elles avaient trop de travail pour pouvoir venir une journée ici. Donc je suis super contente qu'elles n'aient pas pu venir. Voilà. Merci. Donc on a à la fois, je dirais, un projet un peu commun, mais une autre manière de l'appréhender, donc qui renvoie aussi au fait que Splan n'est pas tout à fait l'équivalent d'Extramuros, ce n'est pas les mêmes fonctionnements. Donc vous, quelle est la démarche que vous avez mise en place? Effectivement, en fait, cet accompagnement, on ne l'a pas pensé. Et donc je vais expliquer comment c'est arrivé. C'est-à-dire que Splan, pour resituer, c'est d'abord un collectif en riposte aux censures ou aux menaces de l'agro-industrie en Bretagne. Au départ, nous sommes des journalistes pigistes et nous subissons ça dans notre quotidien de travail et on se dit il faut qu'on se réunisse. On se réunit et on se dit en fait il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on fasse notre métier ensemble et on crée un média. Et quand vous créez un média, vous faites au départ tout sauf du journalisme. Et donc en fait, quand on crée Splan, les cofondatrices et cofondateurs, nous faisons tout sauf du journalisme et donc nous confions nos premières enquêtes à des pigistes. Et comme ça a été dit, les pigistes, ce sont plutôt des personnes, alors nous c'était plutôt jeunes, diplômés, qui n'avaient pas eu de cours sur la pige, sur l'enquête. Et on se rend compte dans ces premières enquêtes qu'il y a des biais que nous, on a déconstruits, les plus vieux journalistes, et que n'ont pas encore déconstruit ces jeunes pigistes. Et au lieu de leur dire « tu sais pas faire, je vais faire », ce qui n'est pas l'objectif, on décide de mettre en place des binômes. Donc ces binômes, c'est un journaliste aguerri, un journaliste qui connaît un peu plus les techniques d'investigation, etc., qui travaille avec un journaliste pigiste un peu plus jeune et qui n'a pas encore cette solidité, etc. Ce qui fait qu'après nos 2 premières enquêtes qui ont été exclusivement confiées à 2 pigistes, nous avons mis en place ce système de binôme. Et comme l'a dit Marjolaine, en fait, c'est nourrissant, c'est-à-dire que c'est nourrissant pour ces jeunes pigistes, mais c'est nourrissant aussi pour nous. Et cet accompagnement, il est aussi, j'allais dire, philosophique ou... La pige, c'est la fragilisation, c'est-à-dire que vous l'avez très bien dit, Aimé et Marjolaine, c'est-à-dire au départ, il faut tout faire, il faut trouver un terrain de jeu, il faut se trouver un réseau, il faut trouver des personnes à qui vendre. Et le pigiste, au départ, c'est pareil, il fait tout sauf du journalisme, parce qu'il constitue tout ce qui va faire qu'après, il va pouvoir vendre. Et nous, philosophiquement, parce qu'on est tous passés par la pige, on s'est dit, il faut aussi faire bosser des pigistes, parce que maintenant on a l'argent pour, parce qu'il faut aussi faire vivre les pigistes. Parce qu'en fait, faire vivre les pigistes, c'est casser la spirale de la fragilisation, la spirale de la paupérisation de ce statut qui est particulier. Et même si comme moi, comme Marjolaine, moi ça fait quasiment 25 ans que je suis pigiste et heureux de l'être, mais au départ, quand on commence, c'est un peu compliqué. Donc c'est-à-dire qu'il y a cet accompagnement. Il y a ce projet philosophique et éthique de dire on ne peut pas faire un média d'investigation qui pose des enjeux
sociétaux et qui ne répondraient pas dans son propre fonctionnement à ces enjeux. Donc nous avons aussi à Spland cela. Ça permet aussi donc un accompagnement et une évaluation des risques, parce que les pigistes, alors en plus chez nous c'est particulier, mais les enquêtrices, je dis enquêtrices parce que chez nous c'est quasiment 100% de jeunes femmes. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que l'investigation, aujourd'hui elle est féminine, en tout cas les journalistes qui s'intéressent, qui vont dans l'investigation, ce sont des femmes. Et sur des enjeux comme nous travaillons sur l'agroalimentaire et l'extrême droite, même si je ne vais pas plus rentrer là-dessus, mais il y a l'évaluation des risques, et quand on est pigiste, on est seul, et un accompagnement, ce n'est pas qu'un mentorat sur les techniques de sources de terrain, etc. C'est un accompagnement juridique, puisque nous avons une avocate qui travaille, qui relie chacun de nos papiers, qui est spécialiste. Et en fait, quand nous avons ces jeunes pigistes qui nous proposent des sujets, nous avons un comité éditorial avec les vieux, là, comme moi, là, qui regardons un petit peu, qui validons et qui lançons les enquêtes. Et nous, quand on a ces alertes qui viennent, c'est aussi d'évaluer les risques. Alors, pas que les risques de procès pour nous, à la limite, ça fait partie du jeu. Les risques pour les pigistes qui vont aller sur le terrain et qui, au-delà même de la diffamation ou je ne sais pas quoi, vont être aux prises premières avec des sources, avec des pressions, avec des lobbies. Enfin, quand vous travaillez sur l'agro-industrie, d'emblée, vous travaillez ces questions d'évaluation des risques. Donc en fait, Spland, c'est un accompagnement, c'est un rempart contre la fragilisation des pigistes. C'est une évaluation des risques et en fait c'est gagnant-gagnant à la fois pour les pigistes et à la fois pour nous, quoi. Et est-ce que dans cette démarche, vous êtes dans une problématique où ces pigistes que vous attirez vont constituer, je dirais, une rédaction qui devient assez stable autour de ce plan? Alors, très bonne question, puisque quand on crée Spland, c'est du bénévolat. Donc, les premières personnes qui sont salariées chez nous sont des pigistes. Et puis Spland grossit. On a un budget de fonctionnement de 200 000 € à peu près par an. Donc, à un moment, quand vous avez aussi de quoi payer des gens, c'est encore une idée philosophique et éthique de dire que on va staffer, c'est-à-dire qu'on n'est pas que dans la pige. Et donc, effectivement, de zéro, nous sommes maintenant une rédaction de 4 journalistes, puisqu'encore une fois, c'est 100% féminin. Et ces 4 journalistes ont été nos pigistes du départ, qui ont montré qu'elles avaient l'air insolites, qu'elles correspondaient à l'ADN de Spland, et pourquoi les faire bosser à la pige, puisqu'on avait l'argent pour les staffer. Et donc, en fait, nous avons ces 4... alors ça va d'un 14 heures semaine à un 24 heures semaine, parce que certaines, dont le 14 heures semaine, veut garder les pieds dans la pige, parce qu'elle a d'autres employeurs, parce qu'elle aime ça, etc. Nous avons ces 4 staffés EES. Nous avons un qui travaille une journée par semaine pour nous sur tout ce qui est, ce que fait Hugo, tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Et nous avons évidemment un mec qui cherche l'argent éthique, qui lui aussi est, je crois, on l'embauche une journée par semaine. Donc, en fait, travailler en confiance avec des pigistes, c'est constituer une rédaction de confiance, et c'est donc renouveler notre pool de pigistes, puisqu'on a sorti 4 pigistes, on en a fait rentrer d'autres. Et là, par exemple, on a une d'entre nous qui part en congé maternité, et grand bien lui fasse, et je peux vous dire que on n'a pas besoin de faire de recrutement externe, vu qu'on ne fait que du recrutement interne, avec des gens qui ont nos valeurs, qui ont travaillé avec nous, etc. Et donc, quand Juliette va partir accueillir son petit bout de chou, nous avons un volant de pigiste qui fait que ce pigiste va devenir, ce ou cette va devenir CDD, et donc en fait, nous avons nous-mêmes notre rédaction avec des staffés et des pigistes. Est-ce que vous travaillez avec un nombre de pigistes précis, avec cette idée d'avoir un pool à qui offrir des possibilités de travail régulières, ou au contraire, vous vous ouvrez aussi à la possibilité d'accueillir plein de nouveaux pigistes et plein d'autres sujets? Alors, oui, c'est-à-dire que... Alors,
On travaille quand même sur des questions particulières où on n'a pas non plus 1000 pigistes qui viennent chez nous, parce que travailler l'enquête sur l'agro-industrie, tout le monde ne le fait pas. On a 4 enquêtes par an, ce qui fait qu'il y a au moins déjà 4 pigistes qui vont bosser en binôme avec les staffés. Voilà. Après, on est sur un rythme d'alerte. L'alerte, c'est une enquête un peu plus petite qui arrive entre les grosses enquêtes. Et par exemple, nous avons la dernière alerte que nous avons produite. Elle est en partenariat avec Enquêto, avec Nicolas Kossic, qui est breton et qui bosse avec le collectif d'Hugo. Ce qui fait que tu as donc 4 pigistes qui vont bosser déjà sur les 4 grosses enquêtes. Tu rajoutes les alertes avec d'autres pigistes, ou peut-être on est encore peut-être sur 5-6 alertes par an. Et ben 6 plus 4, tu as déjà 10 pigistes qui vont bosser. Sachant qu'en plus la règle, encore une fois éthique et philosophique, c'est que nos pigistes sont à égalité salariale de traitement de nos staffés. C'est-à-dire qu'au départ, même les pigistes ont été payés avant les staffés, et aujourd'hui nous sommes dans une égalité totale. Il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui est en CDI chez nous et quelqu'un qui est en pige. Et peut-être aussi, nous avons aussi un système qu'on appelle de pré-enquête, c'est-à-dire que nos enquêtes sur des sujets lourds, avant de lancer une enquête, on lance une pré-enquête qui va valider ou pas l'enquête qu'on lance. Cette pré-enquête, elle peut être aussi confiée à des pigistes. Donc tu peux encore rajouter un pigiste ou une pré-enquête dure à peu près 1 mois. Et une fois que ce mois est terminé, le comité éditorial dont je fais partie regarde ce qui est sorti et dit ok, on balance. Et là, au moins, on a encore une fois fait bosser quelqu'un. Et donc, on finance la pré-enquête. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es pigiste, vous connaissez ça par cœur, mais je vais te dire là, c'est-à-dire que quand tu es pigiste, tu dois trouver le sujet, tu dois le documenter, tu dois faire le synopsis, tu dois trouver les acheteurs, et après tu lances le terrain. Et avant même de lancer le terrain, il y a peut-être 2, 3, voire 4 semaines. Et ces 4 semaines, plus le terrain, plus l'écriture, égale une pige de 300 balles, 300 balles sur 6 semaines, je vous laisse faire le ratio. Nous, la pré-enquête d'1 mois, et en plus, qui valide ou pas, elle est payée, de mémoire, elle est payée 1000 balles le mois, la pré-enquête. Et même si l'enquête n'est pas lancée, le pigiste aura touché ses 1000 euros. Et puis, si elle est validée et que ce pigiste, on le sent solide et qu'en fait il a fait le boulot, on va pas lui enlever le boulot de la bouche. Donc en plus, c'est 1000 balles de pré-enquête, plus peut-être une enquête à suivre. Voilà. Alors, on a parlé d'Enquêto, on se souvient, pour ceux qui étaient ici l'année dernière, que Hugo nous expliquait qu'il venait de créer ce collectif. Donc, double caractéristique, créé par des jeunes journalistes, très peu après l'école, je crois. Et autre caractéristique, c'est un collectif qui se constitue sur un projet éditorial bien précis, qui est celui de l'enquête. Tout à fait, oui. Enquêto, on s'est créé maintenant il y a un peu plus d'1 an, avec une ligne éditoriale très précise, qui était de se dire on veut enquêter sur les industriels pollueurs, et on va enquêter sur eux uniquement, et on va se concentrer là-dessus. Ça vient d'un besoin, d'un constat aussi, ce besoin de créer un collectif pour faire de l'enquête. C'est que justement, contrairement à Splan et à Disclose, et je pense que ce sont les rares médias, la pré-enquête, le travail en amont avant de proposer une pige, de proposer une enquête à un média, n'est pas rémunéré. Et ce temps-là, il peut être parfois colossal, il peut être très important. Et d'autant plus quand on est seul, qu'on est isolé. Et Enquêto, on travaille beaucoup sur les PFAS, les polluants éternels. C'est beaucoup de documents publics, des services de l'État qu'il faut consulter. C'est aussi parfois intimidant quand on est jeune journaliste, qu'on a commencé depuis quelques années la pige, d'aller frapper à la porte des gros industriels, de dire voilà, on a mené une enquête, etc., etc. Du coup, on a ressenti ce besoin. On était quelques-uns, on était 3-4 au début. Maintenant, on est une équipe de 13 journalistes à la pige, ou pour certains staffés dans des médias en CDD ou peut-être bientôt en CDI. Ce besoin de se retrouver ensemble pour pré-enquêter, pour trouver des idées. C'est pas du mentorat, même si parfois ça s'en rapproche un petit peu, parce qu'on débute tous plus ou moins à la pige. Disons que la moyenne d'âge, ça va entre 24 et 36 ans pour le plus vieux, Rémi Kenzo. On se soutient, il y en a certains qui ont 3, 4 ans, 5 ans d'expérience de pige, donc qui peuvent un petit peu mentorer les plus jeunes.
mais on n'est pas encore dans du mentorat à proprement parler. Même si j'entendais les discussions et que c'est vrai que c'est intéressant, et je me fais de plus en plus la réflexion sur au sein du collectif, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un programme aussi de mentorat. Je ressens aussi un peu ce syndrome de l'imposteur chez beaucoup de jeunes journalistes qui se disent bon, je fais partie du collectif, vous m'avez accepté, mais j'ai encore fait qu'une enquête, et encore c'était pas une enquête, c'était un petit papier d'enquête dans la PQR, je me sens pas légitime, et tout notre travail c'est de rassurer, de dire mais non, t'es là, tu fais partie du collectif. Et donc c'est aussi pour ça qu'on mène des enquêtes à quatre mains, on est deux la plupart du temps, pour à la fois se partager le travail, être plus serein, ne pas mener seul une enquête de front sur l'industriel. Et on mène de facto un petit peu un mentorat, même si je pense qu'il faudrait aller plus loin là-dedans. Voilà un petit peu le tour d'Enquêto. On est une équipe de 13 et on travaille pour les médias indépendants la plupart du temps, donc Splan, Vert, le média, Reporter, Médiacité, aussi quelques papiers pour Ouest France et pour d'autres médias, mais voilà. Tu disais que dans votre collectif, il y a aussi des journalistes qui sont staffés, ou en tout cas qui vont bientôt, pour certains, être CDIsés. Oui. Donc il n'y a pas cette volonté d'être que entre pigistes. Non, justement, c'était l'idée aussi de permettre à des jeunes journalistes et moins jeunes qui sont en CDD, qui sont dans un contrat, mais qui sont parfois frustrés par le fait de relayer des dépêches AFP ou de ne pas pouvoir creuser des sujets suffisamment, de pouvoir, selon leur temps et leurs possibilités et leur envie, etc., de prendre une demi-journée par semaine, 1 heure par-ci, 1 heure par-là, pour essayer de creuser un sujet, et peut-être ça peut déboucher à la fin de l'année sur une enquête. Et s'ils ont mené qu'une enquête sur un an, c'est très bien, il n'y a pas de pression à l'enquête, au rythme de collaboration, de travail. C'est vraiment aussi offrir cette possibilité à des gens qui veulent se tourner vers l'enquête, mais qui n'ont pas vraiment eu la possibilité encore, de pouvoir s'en saisir et de pouvoir être entouré de confrères et de consoeurs qui ont un petit peu cette expérience de l'enquête, même si on est pigiste depuis quelques années seulement. Au départ, ça se passe comment? Vous vous connaissiez? Vous venez des mêmes écoles? Vous aviez fréquenté déjà les mêmes médias? Non, pas nécessairement. Ça a un peu commencé avec Lucas Martin-Bodzicki, qui est un confrère à Lyon. On avait ce besoin de se retrouver en collectif, ensemble, à travailler à plusieurs. Déjà, on menait des enquêtes sur les PFAS pour Médiacité ensemble. Et on s'est dit qu'il fallait ouvrir ça, qu'on soit encore davantage. On a été pendant longtemps 4 et puis 8. Et là, on ressentait le besoin d'être encore plus. On est 13 parce que selon les disponibilités de chacun, certains ou certaines prennent quelques mois sabbatiques, ont un contrat, un CDD avec un média, sont disponibles à plein temps pour le média et pas pour le collectif. Donc selon le temps que chacune et chacun veut consacrer, on a besoin d'être au moins 13 aujourd'hui pour qu'on ait une masse de 7-8 personnes qui soient impliquées dans le collectif et qui puissent faire avancer le schmilblick, quoi. Je peux rebondir là-dessus, parce que donc nous, on a 6 personnes salariées, on est pareil entre 13 et 15. Pour revenir sur ce que disait Marjolaine au tout début sur le SJ Pro, etc., c'est-à-dire que on n'est pas tous, mais quasiment tous issus de l'IUT de journalisme de Lannion. Alors pas simplement parce que c'est la Bretagne, mais parce qu'il y a eu aussi, on disait, ces cours de préparation au terrain à la pige. Alors autant à Lannion, les étudiants ne sont pas forcément plus armés sur la pige, mais il y a vraiment tout un continuum sur l'enquête, sur cet esprit de territoire, etc., qui fait que l'équipe, de manière complètement logique, s'est constituée aussi autour d'une école de journalisme, ce qui est assez intéressant, parce que du coup, quand je vous parle de ces valeurs communes, de comment on travaille, il y a déjà des évidences. Alors peut-être que dans votre mentorat, des fois, il y a des choses à ajuster, expliquer. Nous, il y a cette espèce de continuum de formation qui fait qu'assez rapidement, on sait pourquoi on est là, on sait comment on bosse, et donc, voilà, c'était pour ajouter ça. D'accord. Je me rends compte qu'au tout début, j'ai dit qu'il y avait des collectifs anciens qui se renouvelaient, et en même temps, et on a parlé d'Extramuros, mais on ne vous a pas demandé. Tout le monde ne connaît peut-être pas. C'est quoi? Ça s'est formé quand? Vous étiez combien? Et puis effectivement,
comment cette question d'un renouvellement des collectifs se fait et quel est justement l'accueil que peut faire un collectif. Est-ce que par exemple il y a beaucoup de jeunes pigistes aujourd'hui qui frappent à votre porte? Vous êtes dans un local que j'ai pu visiter, où vous vous donnez sur la rue, est-ce qu'on frappe à la porte en disant est-ce que je peux en faire partie? Le collectif de proximité. Non, personne ne frappe à la porte. Mais on reçoit des mails, oui. Mais en fait, je ne saurais même pas vous dire depuis quand existe le collectif, puisque c'est une émanation d'un ancien collectif qui s'appelait Notre-Dame de Lorette et qui était celui des correspondants français à Paris. Et donc, quand ils ont perdu leur local, il est né Extramuros derrière. Donc, moi, j'y suis depuis 2016 et je crois qu'il doit avoir une quinzaine d'années. C'est un collectif au départ qui avait une formule où il y avait des internes et des externes, donc des gens qui pouvaient venir travailler sur place et des gens qui pouvaient bénéficier du Slack en gros, et puis de la réunion du lundi où là c'est comme une conf de rédac, on partage nos travaux et on enrichit mutuellement nos sujets, nos contacts, etc. Et cette formule ne marchait plus parce que certains internes passaient externes et donc on grossissait, ce qui fait qu'on a dû changer de formule pour arrêter de grossir indéfiniment. Maintenant on est 25 et on paye tous le même prix. En changeant de formule, finalement, ça a fait partir certains qui ne se reconnaissaient plus dans ce modèle ou qui n'avaient pas les moyens de mettre 90 € par mois. Donc, on a recruté beaucoup de nouvelles personnes depuis 2 ans, je dirais. Et on est dans un renouveau en ce moment où il y a beaucoup de journalistes. Alors, le recrutement fait qu'il y a énormément de femmes qui frappent à la porte, beaucoup plus que des hommes. C'est donc difficile d'équilibrer le taux de femmes versus hommes dans le collectif, et encore plus de l'équilibrer au niveau de la pyramide des âges. On a beaucoup de jeunes journalistes de fait, mais qui sont de profils très très variés et qui sont hyper compétents pour autant. Donc c'est super intéressant de voir aussi cette nouvelle génération arriver et avec déjà des piges très installées pour une bonne partie d'entre eux. Ce qui fait qu'on voit aussi par ce biais-là qu'effectivement, il y a des jeunes journalistes qui ont pas tout à fait 30 ans, qui ont autour de entre 25 et 30 ans et qui nous rejoignent et qui bossent bien. Donc voilà, c'est aussi un autre moyen de sentir comment ça se passe pour les nouveaux arrivants dans la profession. Et ce renouveau fait aussi que le collectif est en train de prendre d'autres formes et de se réorganiser, puisqu'avant on avait quand même un président qui était très présent et qui nous soulageait beaucoup sur tout ce qu'il prenait en main, et qu'aujourd'hui on est en train de se répartir les tâches différemment. Donc voilà, on est un peu dans ce renouveau-là aussi, où voir arriver de nouvelles personnes et en nombre, vu qu'on a changé de mode de fonctionnement, fait que voilà, l'organisation change et s'adapte aussi à ce que attendent ces nouvelles recrues. En tout cas, on n'a pas de mal à recruter, effectivement, parce que là encore, on a eu un lot de départ et on a recruté 5 personnes. Et ça s'est fait en très peu de semaines grâce à 2 membres du collectif qui ont géré ça d'une main de maître. Et là, on va accueillir des personnes de plus de 30 ans et des personnes plus jeunes. Donc on a réussi à avoir aussi un équilibre, et dont un homme sur les 5 personnes qu'on recrute. Je me demandais, Marjorie, Pardon, Marjorie, excuse-moi. Est-ce que vous avez des critères? Est-ce que vous avez discuté entre vous de critères pour accueillir ces nouvelles personnes? Est-ce que vous avez peut-être une charte, des valeurs? À quel point vous avez formalisé l'esprit du collectif? Alors ça, c'est dans les discussions pour l'AG qui va venir, d'avoir finalement une sorte de contrat qu'on va signer entre nous sur nos valeurs et aussi sur les engagements vis-à-vis du collectif. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ça se faisait un peu oralement, quoi. On savait que, voilà, on est journaliste pigiste, on est généralement détenteur de la carte de presse, même si c'était pas un prérequis. Quand on part, on a 3 mois de préavis. Voilà, ça se limitait vraiment à l'essentiel. Là, justement, j'ai Anna Rousseau de votre collectif d'Albert London qui m'a transmis la charte imaginée par Albert London, et on s'est appuyé dessus, et on est en train de réfléchir pour la prochaine AG à en faire une charte qu'on adopterait pour tout nouvel arrivant, puis à l'occasion de cette AG, tous les membres l'adopteraient. Ouais. Merci Marjolaine. Est-ce que vous avez des questions?
Donc, Non, je peux parler comme ça. non, on enregistre. Oui, merci beaucoup pour cette présentation, c'est vraiment extrêmement intéressant. J'ai juste une question sur justement pourquoi est-ce qu'il y a plus de femmes qui font de l'enquête d'une part, et d'autre part qui rejoignent des collectifs dans votre expérience. Est-ce que vous expliquez ça? Alors, avant de donner la parole, on a des gens en visio. Je crois qu'il y avait 11 liens, mais je crois qu'ils ne sont pas tous là. Il n'y avait que des femmes aussi. Non, mais c'est flagrant. Sujet d'enquête. Sujet d'enquête. Alors peut-être nous, c'est arrivé, parce que nous, on s'est créé après le confinement, il y a peut-être eu cette libération des paroles des femmes dans la société, cet enjeu aussi de porter des combats et d'identification. Peut-être aussi parce que chez nous, on ne serait jamais né Splendide si on n'avait pas eu nos deux marraines de chic et de choc. Je dis ça parce qu'elle déteste mon sexisme ordinaire, donc je fais exprès de le répéter. Morgane Large et Inès Léraud, c'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi des figures aujourd'hui de l'enquête, des figures journalistiques chez nous, Morgane et Inès, et nous avons aussi des journalistes qui s'inscrivent. Alors là, je ne sais pas si c'est du mentorat, mais de se dire, voilà, on a quand même des sacrées enquêtrices qui s'attaquent à des sacrés sujets, et nous, je pense qu'on peut peut-être l'expliquer par ces belles figures du journalisme que sont Inès, Morgane et d'autres. Attends, je vais faire... Je suis désolé, théoriquement, c'est les intervenants qui font le... Oui, moi je me demandais un peu comment les Journal Up avaient été créés, parce qu'au final on n'a pas trop entendu parler de la genèse du projet. Alors c'est compliqué pour moi de vous raconter exactement comment les Journal Up, comment ce collectif est né, puisque je l'ai rejoint en cours de route il y a quelques années, il y a 3 ans de mémoire. Donc je ne voudrais pas vous dire des bêtises, mais initialement, il me semble qu'elles étaient que 4 ou 5, et ensuite il y a eu à un moment une envie, il y a 3-4 ans donc, d'élargir un peu les horizons, et entre elles ont choisi chacune d'apporter, de proposer à une autre consoeur. Donc moi j'ai été par exemple intronisée, on va le dire comme ça, par Pauline Verdusier. Et aujourd'hui, ce collectif, il est à la fois sur Paris, mais aussi un petit peu sur Marseille. Moi-même, je vis à Marseille. Un autre membre du collectif, Coco Spina, est aussi à Marseille. Et notre collectif, j'ai le sentiment qu'il est un peu constamment en train de se construire. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a déjà des habitudes solidement ancrées, notamment celle du soutien moral, le débrief aussi. Dès qu'il y a un rendez-vous qu'on fait professionnel, qu'il y a un peu d'enjeu, on débrief, on demande conseil, on sait aussi parfois relire des articles, mais il y a quand même cette histoire d'être constamment en construction, parce que régulièrement, je dirais à vue d'œil peut-être une fois tous les 6 mois, on ressent le besoin de refaire un point pour dire attendez, où est-ce qu'on en est chacun, chacune, qu'est-ce qu'on attend du collectif, qu'est-ce qu'on peut faire en plus encore, notamment en termes de coproduction. Et c'est vraiment une sorte d'aventure, presque comme une colloque, j'aurais envie de faire cette comparaison, parce que on n'est pas toujours au même degré de disponibilité, donc pas toujours au même degré d'investissement, et parfois on a à se rappeler collectivement que c'est pas parce que l'une est plongée dans l'écriture d'un livre qu'il faut oublier la force du collectif. Donc, il y a un petit peu ce truc où, au fond, on a des attentes membres, enfin, l'une envers l'autre. Voilà. J'ai un petit peu épilogué parce que je ne pourrais pas vous dire exactement comment c'est né, mais en tout cas, voilà l'esprit des Journal Up aujourd'hui. J'avais une question pour vous, Hugo Neuroqueto. Comment vous recrutez vos pigistes pour qu'à chaque fois qu'il y ait au moins 7-8 personnes? On n'a pas de process de recrutement, on n'est pas un média, on ne paie pas les gens, c'est un collectif. C'est les gens qui viennent nous voir, qui entendent parler du collectif. On avait fait aussi à l'Académie du Climat à Paris une soirée où il y avait beaucoup de confrères, consoeurs qui étaient venus, et comme ça, ils avaient ensuite été frappés à notre porte.
On en parle quand même avant entre nous, savoir ce qu'on pense de la personne, est-ce que ça pourrait matcher ou pas, voir si il ou elle a déjà écrit sur l'écologie, qui est quand même notre sujet, s'il y a une enquête qui a été réalisée, mais c'est pas une condition sine qua non. Et ensuite, il y a une visio où on discute avec la personne, elle nous explique voilà, pourquoi vous avez rejoint le collectif, etc. Puis à la fin, elle y réfléchit, elle décide ou non de nous rejoindre, et on y réfléchit aussi, et on lui dit si c'est OK ou pas, voilà, tout simplement. Je voulais rajouter aussi un tout petit truc sur la force, je pense, du collectif, notamment en Enquêto, je pense que ça se vérifie, c'est sur la négociation aussi des piges vis-à-vis des éditeurs, où on peut aller voir, notamment dans le domaine de l'écologie, des médias, et leur dire, voilà, en toute transparence, votre concurrent fait tel tarif de pige pour l'enquête, est-ce que vous voulez vous mettre au même niveau ou augmenter en tout cas votre prix, parce que voilà, c'est du travail, la pré-enquête qui est non rémunérée, ensuite l'enquête, et voilà, parfois on a des belles surprises où ils nous disent bah oui, bien sûr, on va s'aligner, on va augmenter le tarif. Et donc c'est quelque chose aussi qui nous permet de plus facilement négocier, parce qu'on n'est pas seul pigiste, on est un collectif avec plusieurs personnes. Je rebondirai là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a les collectifs de pigistes, mais après il y a les collectifs de collectifs. C'est-à-dire ce qui est très intéressant, c'est que d'un côté il y a la concentration des médias avec les Bolloré. Alors on joue pas aux mêmes armes, mais c'est-à-dire que moi j'avais cofondé un journal il y a 25 ans qui s'appelait Le Sans Culotte en Vendée, qui était déjà... et on s'est épuisé d'être seul, etc. Et 25 ans après, et j'attendais ça tellement, et c'est arrivé, c'est-à-dire que collectif de pigistes, mais collectif de médias indépendants qui arrivent ensemble et qui vont voir des grosses locomotives comme Mediapart, par exemple, et Enquêto et Splendre, on bosse ensemble, etc. Et quand on va voir, ils disent « mais évidemment, parce que il faut aussi soutenir cette information des territoires, ce que tu fais à Lyon, ce que vous faites à Lyon, ce qu'on fait en Bretagne, etc. » Et ça, c'est très important de voir que dès que vous mettez en place quelque chose de collectif, la pelote va jusqu'au bout, et c'est un cercle vertueux, puisque nos enquêtes, l'objectif c'est des impacts, et ces impacts n'ont pas le même degré, qu'ils soient publiés chez Splendre ou Enquêto, ou repris par Mediapart, repris par Reporter, repris par Basta, etc. Et nous, par exemple, c'est le choix de la gratuité. C'est-à-dire qu'on a le luxe total, nous, en plus, toutes nos infos sont gratuites. Et parce qu'on estime que l'enquête est un bien commun et que l'impact d'une enquête doit arriver au plus large. Mais l'information n'est pas gratuite. C'est-à-dire que l'impact du journalisme, on pense qu'il est gratuit. La production journalistique est tout sauf gratuite, puisqu'une enquête chez nous, elle tourne autour de 32 000 €. Quand vous financez une enquête, de la pré-enquête jusqu'à sa sortie, c'est 32 000 balles. Il faut les sortir. Et donc, quand vous mettez en place ces collectifs, au départ, nous donnions nos enquêtes à nos médias partenaires, et aujourd'hui, comme l'a très bien expliqué Hugo, nous vendons nos enquêtes comme des piges. C'est-à-dire que nous les finançons, Mediapart, Reporter, Basta, etc. se sont alignés, et à chaque fois qu'on sort une enquête sur 10 médias, enfin, on est des fois entre 6, 7, 8 médias qui choisissent un volet, etc. Vous faites 6, 7, 8 médias fois les quelques centaines d'euros de la pige, et hop, c'est un truc qui va permettre d'aller réalimenter l'enquête suivante et de fédérer un journalisme indépendant et collectif. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont partenaires, donc de toute façon, ils la publient, et aujourd'hui, ils nous payent la pige. Ouais. Alors qu'au départ, c'était un donnant-donnant, quoi. Mais on n'est pas dans le système comme Mediacité ou d'autres, où Mediapart, en plus, est un tout petit actionnaire. Nous, on ne veut pas d'actionnaire, pour toutes les raisons. Par contre, ils nous payent la pige, ouais. Je vais revenir sur la question de l'enquête, justement, puisque là, on a Enquêto sur l'enquête, Splendre sur l'enquête, et ce qui me frappe beaucoup lorsqu'on travaille auprès de jeunes journalistes, c'est qu'effectivement, quand on pose la question de la motivation, 9 fois sur 10, c'est je veux faire du terrain, je veux faire de l'enquête, et donc il y a effectivement une aspiration à ce type de journalisme.
Quand vous êtes dans une problématique de mentorat, je suppose que vous avez tout de suite des gens qui vous disent je vais d'abord faire de l'enquête. Et je crois que votre réflexion, votre expérience de pigiste vous amène à dire si tu veux en vivre, il faut articuler ça avec peut-être d'autres modalités du journalisme. Oui, lors de la visio qu'on a fait sur l'enquête, j'ai ouvert en fait la visio en disant je vous préviens tout de suite, on ne peut pas vivre en faisant que de l'enquête quand on est pigiste. C'est vraiment le cœur du problème, c'est que, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Quand moi je travaille pour Secret d'Info à France Inter, quand je fais une enquête pour Secret d'Info, je suis payée 1 700 € net. Pour ça, j'y passe un mois et demi sur 3 mois échelonnés, on va dire. Ce qui veut dire que je ne pourrais pas faire que ça, parce que sinon j'aurais un salaire de misère à la fin. Ça veut dire qu'à côté, il faut compléter avec des piges plus faciles, entre guillemets. D'où le recours à la presse professionnelle, qui est finalement aussi une manière de creuser un sillon, une spécialisation qu'on peut créer. Et vraiment, moi, c'est ce que certains n'ont pas aimé quand j'en ai parlé sur Profession Pigiste. J'ai dit, en fait, il faut trouver son propre modèle économique. Parce que quand on veut faire de l'enquête, on peut en faire. Mais moi, par exemple, mon modèle économique, c'est que je ne fais que 2 enquêtes maximum par an. Parce que j'aime faire de l'enquête, mais je sais que si je fais que ça, je n'en vis pas. Donc à côté, j'ai d'autres ressources qui me plaisent autant en plus, qui sont de faire de la presse professionnelle pour parler d'urbanisme, par exemple dans mon cas. Je vais faire des podcasts. Et en fait, avec tout ça, je vis bien de la pige. Mais ça m'a demandé d'imaginer la manière de construire mon modèle économique qui me permette d'en vivre bien et surtout d'y trouver mon compte, quoi. Voilà, donc effectivement, l'illusion, pour moi, c'est un peu une illusion de se dire qu'on ne va pouvoir vivre que de l'enquête en étant pigiste, parce qu'on est très mal rémunéré pour faire de l'enquête. Ou alors peut-être qu'il faut se tourner vers des émissions à la télé, faire du envoyé spécial, faire du cash, etc., où les places sont beaucoup plus rares, quoi. Donc voilà, c'est très compliqué pour moi de ne faire que de l'enquête à la pige. Peut-être juste pour compléter là-dessus, aujourd'hui je suis community manager des assises du journalisme cette semaine, donc voilà, comme quoi on peut aussi... je fais de l'enquête, mais à côté je fais aussi d'autres petits boulots pour mettre du beurre dans les épinards, quoi. Pour compléter, chez nous, le modèle économique, c'est l'enquête, et c'est par exemple beaucoup d'éducation aux médias d'information chez les scolaires. C'est-à-dire que, parce que sur notre territoire, on s'est dit la presse spécialisée, comme elle est que agro, ce serait drôle de faire des piges pour la presse agro. Donc comme c'est compliqué, et c'est ça qui est intéressant, c'est cette gymnastique entre le modèle économique, entre aussi jusqu'où je veux bosser avec qui. Donc nous, par exemple, nous avons de l'EMI, et alors je ne devrais pas le dire, mais nous avons des juristes un peu plus âgés qui ont de la bouteille, qui ont d'autres sources de revenus, et des fois qui bossent pour nous gratuitement. Alors je ne le dis pas trop, parce que chaque travail mérite salaire, mais on parlait des jeunes pigistes qui rentrent. Nous, on a, alors je ne peux pas les citer parce qu'ils sont staffés dans des boîtes connues, mais qui, dans leur canard, ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent en tant que journalistes. Ils ont un salaire, ils ont la bouteille, etc. Et ils produisent pour nous des petits papiers où ils se disent, voilà, je fais ce journalisme-là aussi. Des questions ? Oui, du coup, dans la création de ces collectifs, je me demandais s'il y avait des challenges que vous n'aviez pas trop anticipés ou des choses qui vous ont surprise. Moi, quelque chose qui a agréablement surpris avec le collectif Enquêto, c'est que les médias sont venus nous voir. On a été identifié enquête sur les industriels pollueurs, reporters, Vert. Dans le mois qui a suivi, nous ont dit voilà, on va prendre un café, on peut en discuter, on a ce besoin-là, et vous pouvez répondre à ce besoin, et aujourd'hui on essaie d'y répondre. Donc plutôt agréablement surpris quand en se mettant en collectif et en faisant savoir aux médias, on peut être bien reçu, et voilà, on nous dit qu'on veut travailler avec nous, quoi. Donc voilà, plutôt bien surpris. Pareil, c'est-à-dire quand on s'est créé, on a senti l'urgence, et donc on a dû mettre le frein. C'est-à-dire ça allait tellement vite qu'on aurait pu prendre le train en marche sur ces enquêtes, répondre à plein de sollicitations, et je crois qu'on se serait perdu. Et donc en fait, nous avons gardé le rythme
Et ce rythme-là, on a posé des bases qui font qu'aujourd'hui, on est plutôt serein. Parce que ça a été extrêmement vite, c'est-à-dire qu'en plus, dans ces enjeux aussi de fédération des médias indépendants, etc., on a été tout de suite hyper sollicité par plein de collectifs, plein d'assauts au niveau national, enfin un peu. Et on s'est dit aussi, il faut prioriser, il faut qu'on prenne le temps. L'enquête, c'est du temps long. Et donc, construire un média, on s'est dit, il faut que ce soit du temps long comme l'enquête. On ne peut pas faire l'enquête sur du temps long et se précipiter sur le support même qui va diffuser nos enquêtes. Sinon, il y a une dichotomie, on va tomber, quoi. Donc nous, et c'est peut-être parce que certains étaient un peu plus vieux, un peu plus capés dans l'équipe, on s'est dit, on met le frein et on y va. Et aujourd'hui, on est dans notre 5e saison et je crois que le rythme de croisière est le bon finalement. Donc des fois, c'est comme une pige, j'ai la bonne idée, je fais le sino, j'imagine trouver un média, etc. Des fois, la pige, c'est aussi décélérer un tout petit peu pour revoir si le sujet que je pose, c'est vraiment ce sujet-là, l'angle, le terrain de jeu, à qui je le vends. Parce que des fois, on est dans cette énergie où tu vends un truc, soit ça tombe, soit tu te le fais piquer, parce que toutes les rédactions ne sont pas non plus confraternelles. Donc moi, je dirais peut-être, à chaque fois, c'est cette question du rythme. Et je crois que le rythme, maintenant, il est plutôt pas mauvais chez nous. Enfin, dans le sens où je crois qu'on est... J'ai une petite question sur la diversification. En fait, vous expliquez très bien que ça coûte très cher de produire des contenus et une question de diffusion. Donc, vous négociez aussi auprès des diffuseurs qui vous achètent des contenus, c'est super. Est-ce que vous avez en tête, à un moment donné, de vous dire, on a des contenus à très forte valeur ajoutée, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'en faire un livre, un podcast payant, une formation et je ne sais quoi pour ajouter finalement des revenus au collectif qui seraient répartis après ensuite de façon juste? Ouais, c'est une bonne question. Pour l'instant, on reste attaché à l'information à un coût, mais son impact doit être gratuit. Donc pour l'instant, on reste là-dessus. Je vous disais, on a Vivien qui travaille pour nous, mais Vivien, il travaille aussi pour Disclose, Acrimed. Vivien, c'est aussi quelqu'un qui est spécialisé pour chasser l'argent éthique, enfin le bon argent, quoi. Bon, il se trouve aussi que, alors là, c'est un peu le modèle à la Disclose, c'est-à-dire que on n'a pas d'abonnés, mais par contre, nous avons des donateurs qui sont quasiment des abonnés, c'est-à-dire que des gens qui donnent tous les mois, alors qu'on ne sort pas un contenu tous les mois, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que ce qui est intéressant dans ce que nous vivons, c'est le contrat de confiance, comme dirait une marque très connue, c'est-à-dire que à un moment, quand on a confiance dans une équipe rédactionnelle, quand on a confiance dans l'information qui va sortir et quand on a confiance dans l'impact que ça va donner, nous avons des gens qui donnent beaucoup d'argent sur un mois alors qu'on sort 4 enquêtes par an, c'est-à-dire une tous les 3 mois. Et on a vraiment ce rapport-là. Alors peut-être qu'il est aussi lié à notre territoire, cette Bretagne quand même assez résiliente, résistante. Voilà, mais au-delà de ça, nous avons aussi, parce que cet argent, il ne nous tombe pas tout cuit, nous répondons beaucoup à des bourses éthiques, le Front pour une presse libre, etc. Ça demande un temps fou de préparation. Nous avons dans les fiches de poste de nos 4 staffés quelqu'un qui s'occupe de ça et qui va arracher, par exemple là on a une enquête sur l'extrême droite voilà, qui est en cours. Sur les 32 000 euros, on a été arraché 10 000 euros ici, etc. C'est-à-dire que, et du coup, même si nous sommes staffés, enfin si les filles sont staffées, elles restent pigistes dans le sens où elles vont aller chercher l'argent. C'est-à-dire qu'elles-mêmes sont titulaires chez nous, mais pour payer les enquêtes des copains ou des copines, les staffés vont aussi chercher de l'argent. C'est pas parce que tu es CDI, avec ton salaire qui tombe, que tu fais ta fiche de poste. Le jeu, c'est aussi d'aller chercher du pognon pour les enquêtrices et enquêteurs pigistes. Et ce qu'a fait Julie avec cette enquête-là, elle a ramené 10 000 euros, elle n'en touchera pas un centime, ça va servir à financer cette enquête et donc le pigiste qui est dessus. Mais comme il y a un autre cercle vertueux par Vivien qui lui ramène de l'argent, ben ça paye aussi Julie. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que quand on est dans le collectif, jusque-là, on est dans le collectif. Je vais pas chercher de l'argent que pour moi, je vais le chercher pour tout l'équilibre du média. Les dons, ça représente combien? Ah, alors par contre, je sais pas. Je suis pas monsieur chiffre dans ce plan. Mais je crois que c'est pas mal. Mais après, on fait des levées de fonds qui ramènent beaucoup. Enfin,
qui ramène beaucoup, mais je vais vous le dire, parce que Inès Léraud, hein, cette journaliste aguerrie est une marraine, mais quand Inès Léraud, sur un appel aux dons, on était fin décembre, on avait un objectif de 50 000 €. On demande à Inès de faire une vidéo le 29 décembre, au 31, on est à 73 000 €. Inès, une vidéo d'Inès, c'est 20 000 €. Quoi. Enfin, je le dis parce que c'est parce qu'une vidéo d'Inès Léraud, c'est 20 000 balles. Quoi. Donc, ça paye quasiment. Inès, elle fait 3 minutes, elle paye quasiment une enquête. Quoi. Donc, ça, on est chanceux. Vous voyez ce que je veux dire? On a ces bonnes étoiles, on a ces super marraines qui permettent ça. Quoi. Je rebondis effectivement sur le modèle économique du journalisme en règle générale qui est problématique et qui forcément pose à question. Si on part du principe que de nos jours la presse peut avoir mauvaise presse par rapport au fait qu'on multiplie les articles dits faciles, le putaclic comme on dit, et que ça entraîne une défiance du public croissante, est-ce que vous pensez, vous êtes optimiste quant au retour des formats qualitatifs, comme vous l'avez dit, qui vont être plus longs à faire sur le temps, qui peuvent renouer le lien de confiance et être peut-être un modèle économique viable? Vous pensez que c'est un avenir crédible? Marjolaine. Ah ben quand même. Non, c'est bon. Voilà, c'est Nicole. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt... T'as autant de putaclic que de gens qui veulent prendre le temps et le font. Alors après, évidemment, ces gens-là, on reste dans le cercle qui est ici, c'est-à-dire convaincu, qui peut mettre cet argent, enfin, les gens qui font un don pour se plaindre et qui ont 4 enquêtes par an, tu vois ce que je veux dire. Mais ce qui est très intéressant, c'est aussi comment ça infuse, et là je ne donne aucune leçon parce que je dis toujours qu'il y a quasiment que des bons journalistes dans les rédactions, mais c'est toujours les actionnaires et les propriétaires qui posent problème. Moi, je donne jamais de leçon de morale aux collègues, parce qu'en plus, je viens de la PQR, etc., je connais par cœur, et en fait, les journalistes sont généralement bons partout, c'est le propriétaire ou l'actionnaire qui fait la différence. Et nous, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a ceux qui payent et qui permettent de faire nos enquêtes, et il y a nos partenaires comme France 3, comme Ici, qui nous reprennent et qui vont toucher des gens qui n'iraient pas voir se plaindre. Et on a aussi le luxe de se faire plagier par des quotidiens régionaux qui ne nous citent même pas, mais qui prennent des enquêtes. Et finalement, si on va au bout de la gratuité, de l'impact, ça nous fait chier de ne pas être cité. Mais ce qu'on sort va être lu par des personnes qui lisent ces titres-là, qui n'iront jamais chez nous, mais ils auront l'info. Et donc, jusqu'au plagiat, ça nous fait chier, mais ce qui est très intéressant, c'est que, et je ne les cite pas, mais si je parle de quotidien breton, vous saurez de quoi je parle, c'est que maintenant, ça s'inverse. C'est-à-dire qu'avant, ils nous plagiaient, maintenant, on sort des infos sur des territoires où... Enfin, avec Enquêto, on a donc les PFAS. Aujourd'hui, polluant éternel, c'est la bombe démocratique citoyenne. Vous travaillez ces questions-là. Nous, sur l'agroalimentaire, c'est le mur des institutions, des communicants, etc. Tu mets PFAS, tu sors un truc PFAS dans un article qu'on a fait avec Nicolas, du coup, à Rostrenin, dans les Côtes-d'Armor, l'ARS, la préfecture, enfin les mecs, ils sortent le communiqué dans la demi-heure, ce qui n'arrive jamais. Et quand tu as quand même l'ARS ou la préfecture qui sort un communiqué qui commence par « d'après les informations du Médiasplan, nanana », et qui sur 3 pages déconstruit, on a gagné en fait. C'est-à-dire que quand la préfecture, la RS, commence à communiquer par ça, on a gagné. Et quand ils commencent à communiquer par ça, et que du coup Ouest France et le Télégramme reprennent, qu'est-ce qui se passe? Ouest France et le Télégramme non seulement reprennent l'information, mais ils citent Splend, ce qui n'était jamais arrivé depuis des années. Et tu es au bout de la gratuité et au bout de l'impact. Et en plus maintenant, quand ces quotidiens qui sont lus par des dizaines, des centaines de milliers de personnes, nous cite dans un truc, marketing 0 € pour nous, quoi. Et efficacité totale. Une petite question. Pardon, juste une petite question complémentaire pour Splend, justement. Excusez-moi, parce que j'ai pas bien compris et ça m'intéresse.
Inès Léraud, quand elle est payée 20 000 € pour 3 minutes... Non. Alors, j'ai pas compris par Inès, elle n'est pas payée, mais c'est-à-dire qu'on est dans une campagne de fonds, vous savez, chaque fin d'année. Et ces campagnes, il faut parler aux personnes pour leur dire on a besoin d'argent pour financer. Nous, on fait tous des vidéos. Moi, avec ma tronche, là où il fait super chaud, je dois ramener 30 balles. Quoi. Vous mettez Inès Léraud avec le parcours qu'elle a, etc. Inès nous ramène 20 000 €. D'accord, je me demandais s'il y avait des conférences financées ou des choses comme ça. Certainement pas. Ok, merci pour la précision. Peut-être si je me retourne à nouveau sur Extramuros, on a parlé de diversification des revenus, et y compris de diversification des supports. Dans justement le travail que vous faites avec les jeunes pigistes, est-ce qu'il y a effectivement ces perspectives de travailler sur le livre, sur l'exposition, sur ou même l'éducation aux médias? Parce que je sais qu'effectivement, dans beaucoup de collectifs aujourd'hui, ça fait partie, je dirais, un peu de la palette des revenus qui sont mobilisés pour pouvoir effectivement faire vivre une équipe. Alors nous, on n'a pas de... Je sais que quelques-uns font de l'éducation aux médias, d'autres enseignent soit à l'université, soit dans des écoles de journalisme, mais on n'a pas de plateforme commune, je dirais. Je sais que c'est le cas d'autres collectifs, mais c'est pas notre cas. On a vraiment ce partage des bureaux, ce partage de la réunion du lundi, mais en dehors de ça, et après le partage des plans aussi, c'est-à-dire que par exemple dernièrement un des journalistes a ramené l'UFC Que Choisir avec qui certains se sont mis à travailler, et on fait venir des rédacteurs en chef pour discuter avec nous et pour voir aussi quels sont leurs besoins. Mais sur le plan éducation aux médias, je dirais que c'est vraiment individualisé. C'est chacun qui fait en fonction de ses envies et aussi des contacts qu'il peut avoir. Après, on se file aussi des plans. Si quelqu'un ne peut pas faire une intervention, il va d'abord penser souvent à des membres du collectif pour que quelqu'un puisse... Et c'est ça aussi qui est intéressant pour les rédacs et pour les gens qui s'adressent à nous, c'est qu'ils savent que finalement, il y aura toujours quelqu'un au bout, puisqu'on est 25 et que quelqu'un pourra répondre à la demande, quoi. Je me permets de rebondir. Ça me fait penser à notre fonctionnement à nous, les journalopes, et en même temps, je voulais répondre à votre question sur ce qui peut avoir été surprenant ou pas dans le fait de se lancer en collectif. Moi, par exemple, avec les journalopes, au tout début, je pense qu'on était très alignés sur cette idée de faire du collectif aussi une vitrine pour nos travaux personnels, sachant que au sein du collectif, il y a des personnes plutôt qui font de la presse écrite, du podcast, des vidéos, mais qui a un fil conducteur qui nous unit, c'est le féminisme et la transversalité des luttes. Donc les journalopes, c'était aussi cette histoire d'avancer groupée et de se dire, puisqu'on est la plupart du temps seul, là au moins on fait bloc. Et en fait, je réalise, et c'est peut-être ce que je vous dis là, ça date peut-être de 1 an ou 2, je réalise qu'on a un peu lâché la dimension plus vitrine, et qu'aujourd'hui, très concrètement, les journalopes, c'est surtout un groupe de soutien. Je vois vraiment pas d'autres mots. D'ailleurs, spontanément, quand on se dit « Ah tiens, on se ferait pas un appel, une visio pour se parler », l'expression qui revient le plus, c'est se donner de la force. Se donner de la force parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment ce besoin-là. Là où, quand on est en rédaction, on peut très classiquement échanger, avoir des affinités avec d'autres journalistes. Nous, on a dû se créer ça en tant que journaliste pigiste. Et ça me permet aussi de faire un petit mot sur la santé mentale aussi des journalistes indépendantes. Il y a eu certains moments aussi où dans le collectif, on a pu voir que des membres pouvaient avoir des coups durs, passer des moments plus ou moins faciles, soit parce que c'est pas toujours simple de joindre les deux bouts, d'autres fois parce qu'une collaboration qui fonctionnait bien marche moins bien. Et donc là, c'est la force du collectif, c'est qu'en fait, on discute entre nous, on se donne des outils pour mieux réagir la prochaine fois. On se donne, ça peut être des outils d'ailleurs très concrets. Par exemple, moi dernièrement, pour relire un contrat d'édition, je l'ai soumis en fait tout simplement à mes consoeurs et elles m'ont dit ah mais tiens, tu peux
pense à augmenter plus le pourcentage sur les droits de vente. Et je n'avais pas spécialement pensé à regarder ça précisément. Et en fait, on compare du coup ce que les unes et les autres ont déjà eu. Mais ça peut être aussi tout simplement à un moment quelqu'un qui va dire en fait, je suis à bout là, j'ai envie de pleurer. Et voilà, c'est ça que je voulais raconter aussi, c'est qu'à la base, ce collectif, il est plutôt professionnel, mais avec des niveaux d'amitié différents, il se meut en quelque chose qui est de l'ordre de la sororité, en fait, un peu plus formalisée. Du coup, je voudrais en profiter parce que je sais que dans la salle, il y a d'autres personnes aussi qui ont des collectifs. Je pense à ma consoeur Hélène Guinut. Alors, si tu veux bien, Hélène, bien sûr, nous raconter quelques mots, nous dire quelques mots sur votre collectif fraîchement lancé. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je fais partie du collectif qui s'appelle Les Enflammés. On est 6. On s'est créé il y a un peu plus de 2 ans et on a rendu public le collectif via un compte Instagram il y a 1 an, je crois. Nous, ce qu'on voulait, c'était créer quelque chose de très informel. C'est-à-dire que c'est arrivé à un moment où, comment on s'est créé, c'était à l'origine moi et une consoeur, on était un peu fatigués de la pige, ça devenait compliqué sur le plan moral et matériel, et on sentait qu'on avait besoin d'un élan. À ce moment-là, il y avait 2 autres consoeurs qui se lançaient dans la pige. On était toutes à l'origine membres de Prenons la Une, qui est une association qui réunit des femmes journalistes pour lutter contre le sexisme dans le traitement journalistique, mais aussi au sein des rédactions. Donc, on venait de Prenons la Une et on s'est dit, on va créer notre collectif de pigistes. Aujourd'hui, on est 6, on fait une conférence de rédaction commune tous les lundis en visio et on a une conversation sur Signal où on s'envoie des messages en permanence. L'avantage du petit groupe, c'est qu'on arrive à suivre absolument toutes les péripéties de chacune d'entre nous. On est basé à Paris et en Bretagne. Et c'est vrai que oui, on se parle, on s'entraide pour des questions très boulot-centrées, c'est-à-dire on va relire des pitchs, on va réfléchir à des angles, on va se passer des contacts de rédaction, on va repérer aussi les rédactions qui, disons, le font de la merde. Parce qu'on dit beaucoup que les rédactions nous approchent, mais nous on regarde aussi les pigistes et on sait très bien où est-ce qu'il faut aller, où est-ce qu'il ne faut pas aller. Parfois on sait quand on nous l'a fait à l'envers parce qu'on se dit c'est pas normal que toi tu sois à 100 € le feuillet quand moi je suis à 120. Donc voilà, on se parle, mais on est aussi là, ce que tu dis Émilie, pour des questions de soutien moral, psychologique. La pige c'est compliqué, il y a des questions de droit du travail qui se posent. Concrètement, quand il y en a une d'entre nous qui se pose la question d'aller en justice, on est là en soutien, parce qu'avant d'aller vers les avocats, les syndicats et tout ça, il faut avoir l'esprit assez carré. Quand on a des problèmes avec France Travail, on est là aussi pour se parler. Quand on a des problèmes, quand on veut faire des formations avec l'AFDAS, quand on s'embarque dans des plans qu'on sait un peu bancal pour faire un documentaire, un livre, un podcast. Est-ce qu'on doit être payé en droit d'autrice? Est-ce qu'on doit être payé en pige? Ça dépend. Est-ce que c'est intéressant d'aller donner des cours à tel endroit? Combien ça paye la fac? Combien ça paye une école privée? L'éducation aux médias dans tel endroit, etc. Et en fait, ça nous prend la tête et on en parle entre nous. Et ça fait du bien, déjà pour nous-mêmes, mais aussi pour notre famille et nos potes qui ne sont pas obligés de subir nos jérémiades sur France Travail qui, soyons honnêtes, personne ne comprend à part les pigistes. Et nous, au moins, on comprend. Et je pense que depuis que je suis dans ce collectif, ouais, ma mère est moins saoulée par mes problèmes de boulot. Vous êtes où en Bretagne? À Nantes et à Lokirec. Alors Nantes, d'accord. Alors on va pas être d'accord. Nantes et alors effectivement, ouais, en Loire-Atlantique et en Bretagne. Tout à fait. Parce que la pigiste en question fait des sujets sur la Bretagne parfois, donc voilà, et sur l'agriculture aussi. Donc voilà. Mais on s'en parlera après si tu veux. Est-ce qu'on a d'autres expériences de... Alors, moi, je ne suis pas pigiste, mais je suis vice-président du Conseil de déontologie journalistique et de médiation. Il y a parmi vous certains qui sont adhérents au CDJM. Et je voudrais juste signaler que parmi nos activités, on répond régulièrement à des demandes de pigistes et parfois de journalistes en pied.
qui ont des questions de déontologie avant parution ou diffusion de leurs travaux, qui ont des dilemmes, qui aimeraient en savoir plus. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour échanger autour de ça. On ne vous donnera pas la décision à prendre, mais on peut vous donner des clés, on peut vous rappeler les textes, les chartes, on peut aussi vous citer les décisions précédentes, soit du CDJM, soit éventuellement d'autres conseils de presse. Ça m'est arrivé, moi, d'avoir au téléphone ou par mail des journalistes pigistes qui sont un peu esselés et un peu seuls par rapport à ces questions d'éthique. Donc le CDJM est aussi là pour vous. Et évidemment, vous pouvez aussi, comme Splend, adhérer au CDJM pour soutenir l'ensemble de notre aventure. Merci. Vous avez évoqué à plusieurs reprises les uns et les autres vos rapports avec ou vos anciennes écoles, ou le fait que vous êtes parfois formateur dans un centre d'école. Je voulais savoir justement, en tant que collectif, est-ce qu'il est assez fréquent qu'il y ait un appel, une ouverture des formations journalistes à la notion de collectif de journalistes et de ce que vous pouvez apporter justement à leurs futurs étudiants par cette démarche du collectif? Je pense qu'ils n'en sont même pas encore là. Déjà, si on arrivait à avoir des cours sur la pige plus développés dans toutes les écoles de journalisme, on ferait un grand pas. Je disais, le SJ Pro me confie 2 jours d'atelier sur recherche d'emploi et pige qui arrivent à la fin d'un cursus de 2 ans, et c'est les 2 derniers jours de leur vie d'étudiant. Au CFPJ, je donne des cours sur le synopsis qui, en revanche, là, sont intégrés dans le cursus dans l'année, qui arrive sur le dernier semestre, si j'ai bien compris. Donc ça dépend des écoles, mais la notion de collectif, je pense qu'elle est très très loin de leurs préoccupations et qu'ils en sont à se dire qu'il faut mettre en place des choses, dans le meilleur des cas, sur l'entrée dans le monde du travail par l'intermédiaire de la pige. Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe très concrètement pour la majorité d'entre nous. Une précision pour contredire un peu ce que tu dis. Moi, j'interviens à l'IPJ parce que je suis diplômée de cette école et je donne un cours sur le synopsis qui dure 2 jours, donc ça doit correspondre à ce dont tu parles à peu près. Moi, je donne cours au master 2 en apprentissage et cette année, je ne l'ai pas fait, mais il y a 2 années consécutives où j'ai fait un cours de fin de cursus qui s'appelait un peu la pige heureuse. Et parce que voilà, ils avaient compris que j'étais un peu enthousiaste et tout ça, de se dire Hélène elle ferait ça parfaitement. Et effectivement, l'idée de ce cours qui dure 1 journée, c'est de les laisser partir dans le monde professionnel en leur disant que la pige c'est cool et pas les laisser partir complètement déprimés. Et au cours de cette journée, je parle de santé mentale, mais je parle aussi de toutes les ressources qui existent, les collectifs qui existent, les collectifs qui peuvent créer, les syndicats, professions pigistes, les associations comme la JL, Prenons la Une, la JAR, etc. Enfin, toutes ces ressources qui existent pour leur dire, voilà, c'est pas parce que vous êtes pigiste que vous êtes seul. Et ce cours, c'est vrai que là, je ne l'ai pas refait ces dernières années, mais c'était vraiment un espace ouvert où il y avait plein de questions, ça fonctionnait assez bien. Et pour rebondir, l'IUT de journalisme de Lannion, qui est une école publique qui dépend de Rennes, on sait l'état financier des universités, donc en réalité, l'IUT fait un pas de côté, c'est-à-dire ils ne peuvent pas étendre leur maquette, ils n'ont pas le temps, les financements, etc. Mais ils organisent énormément de conférences avec des anciens Lannionnais ou pas d'ailleurs, beaucoup de pigistes, et en réalité ça vient nourrir un cursus, et donc voilà, en plus des cours, le soir vous rencontrez de 18h à 20h dans l'amphi des pigistes qui sont passés par Lannion, etc., et qui racontent leur parcours, et en plus on sort un peu de la notion de cours qui est, quand on est étudiant, des fois c'est un peu roboratif, etc. Et c'est vrai que du coup, ça, je ne sais pas s'il y a cause à effet, mais les Lannionnais sont beaucoup pigistes, du coup, quand ils sortent de Lannion. On peut arrêter s'il n'y a plus de questions. Hein.